qu'il fallait que je suive un homme par amour et du coup en me disant: «Tiens, bah, je vais faire ça en même temps». Bienvenue sur Tout est possible, le podcast qui vous montre que dans la vie, tout est possible à celui qui ose, rêve et n'abandonne jamais. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, autrice du livre Mon jour d'après et créatrice de la formation Ta vie en vrai. Je crois fermement que chaque individu a le pouvoir de surmonter les obstacles et ses rêves. C'est pourquoi ici, je vais vous partager des parcours inspirants, mais aussi des avis d'experts. Parce qu'après tout, tout est possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est possible. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et vraiment l'excitation de recevoir une invitée très spéciale qui s'appelle Julia. Julia, pour vous faire un petit peu sa présentation, c'est une femme que j'ai connue sur les réseaux sociaux il y a maintenant un peu plus d'un an, à l'époque où elle commençait tout juste, je pense, à donner ses conseils et ses pépites qu'elle avait et qu'elle connaissait. Alors, elle le sait pas. Hein, on va voir juste après, mais moi, elle m'a appris les termes highlighter, flouté et qu'un pinceau, c'était pas pour faire du ciment. Et voilà, c'est sa pétillance, son honnêteté, sa sensibilité qui m'ont tout de suite, subjuguée, submergée et j'aime réellement suivre cette femme, forte et sensible à la fois, qui nous transmet donc son savoir-faire en tant que maquilleuse pro et à travers son métier, je trouve qu'elle nous montre que, se maquiller, c'est pas être, superficiel, mais que ça peut être aussi révélateur de notre propre beauté et j'aime cette approche-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai souhaité en tout cas l'interviewer et elle a accepté de témoigner et je la remercie 1000 fois pour ça. Bonjour Julia. Bonjour Anaïs, Est-ce que cette merci. présentation te va? Elle me va extraordinairement bien, je suis extrêmement touchée et je c'est même limite, c'est comme si je le méritais pas donc c'est toujours mes petites croyances, limitantes qui sont là donc je suis très émue et merci beaucoup, Bah, ça me fait plaisir. merci encore à toi, vraiment. Comme je te le disais juste avant d'enregistrer, je suis très honorée de t'interviewer justement, pour, cette sensibilité que tu présentes à travers les réseaux sociaux, ce naturel qui parfois, peut, je pense et tu me diras si je me trompe, mais te creuser intérieurement parce que tu l'as dit juste avant, hein, mais Mmh mh. tu te poses des questions sur toi, qui tu es, Mmh. pour montrer et cetera et j'aime ce côté-là, j'aime cette honnêteté qu'il y a sur les réseaux sociaux, donc merci encore une fois. Je vais te Merci poser beaucoup. donc quelques questions. Oui. Peux-tu nous dire à quel moment ta vie a changé? Alors elle a changé plusieurs fois en fait, j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie de changement, mais celle où elle a vraiment changé, c'est effectivement l'année dernière. C'est il y a à peu près un an et elle s'est mis en grosse marche, on va dire, il y a 2 ans, quand j'ai commencé des thérapies. Parce que j'étais pas enfin je suis maquilleuse depuis déjà 15 ans, donc mon Mmh. 1er changement ça a été de me dire à 28 ans, je change tout, je change de métier parce que j'étais dans l'hôtellerie, donc rien à voir, hein, j'étais réceptionniste d'hôtel. Voilà, j'avais ma petite vie, le surf, mes copains, mes copines et quand j'ai divorcé parce que je me suis mariée très jeune, je sais pas pourquoi d'ailleurs. 1 an après, j'ai accepté sous une sorte de contrainte, voilà, je sais pas et donc du coup, j'ai dit: «Non mais là maintenant ça suffit, c'est pas ce que j'aime». J'ai toujours voulu être maquilleuse mais étant jeune, c'était très, très méconnu comme métier. Donc on m'a dit: «Non, maquillage c'est pas possible, c'est forcément esthéticienne, tu vas pas arracher des poils toute la journée, c'est pas bon» et cetera. Dans les années 90, c'était très mal vu, et puis, mes parents me faisaient pas confiance, donc ils m'ont mis dans l'hôtellerie. Donc à 28 ans, j'ai dit: «Bah non, j'ai quand même envie de faire ça». Donc j'ai divorcé, je suis partie, des Landes et je suis venue m'installer dans le sud. Pas pour des très bonnes raisons au départ, puisque j'ai suivi un homme. Ça a toujours été des tremplins dans ma vie, les hommes. Comme si, j'étais pas capable de faire toute seule, donc il fallait que je suive un homme par amour et du coup, en me disant: «Tiens, bah, je vais faire ça en même temps». Donc en fait, ça n'a pas marché avec cet homme, ce qui est très bien et je me suis mis dans une école de maquillage artistique et depuis, je me suis lancée et ça fait 15 ans que je galère, mais que je vis de ma passion et il y a un an, gros changement, les réseaux sociaux ont changé. Instagram a changé les codes. Avant, il fallait avoir une vie extraordinaire, il fallait faire des photos dingues, il fallait, je sais pas, faire des voyages à l'autre bout du monde pour être, connu par l'algorithme et en fait, depuis quelque temps, on a vu que ça s'est un peu évolué. Je me suis dit: «Ben,
pourquoi je concentrerais pas mon énergie à, dire, ce que je sais faire? Et franchement, ça m'a mis un temps fou. Il a fallu que j'attende le confinement. Voilà, pour prétendre à oser faire des tutos make-up, sur Instagram. Alors qu'avant je n'en faisais pas. Je pensais que j'étais pas légitime d'en faire parce que tout le monde en faisait et qu'ils en faisaient bien mieux que moi. Donc je voyais pas ce que je pouvais leur apporter et qui pourrait m'écouter. Voilà, donc il m'a fallu du temps, que mon chéri actuel me pousse un peu, on va dire, entre guillemets, à me dire: «Mais si, vas-y, fais-le» et cetera. Et Donc ça, j'ai c'est commencé à faire. une relation du coup c'est la première fois qu'on te dit: «Allez, vas-y, fais-le» Ouais, ou ça a toujours non, c'est la première fois qu'on te le dit. la Donc là, tu te première dis: fois «Ouh là, que véritable ouais. changement, quoi». Véritable changement parce que j'ai jamais été avec des hommes qui m'ont encouragée, jamais, sauf, la personne avec qui je suis actuellement et j'avoue que c'est pour moi, c'est énorme. Voilà, j'en ai énormément besoin. Ma mère m'a toujours poussée, hein, mais bon, c'est Mmh. ma mère. Ses parents, les Ouais, écoutent pas de la même c'est une manière. maman. Et c'est C'est ma déstabilisant du coup? Comment tu le vis? de d'être avec quelqu'un qui me pousse ou de. Oui, oui. Des fois, je l'envoie un peu chier parce que j'y crois pas ou parce qu'il me pousse trop, parce Tu que je me penses sens pas pas le mériter, quoi. capable, je pense pas le mériter. Je me dis: «Non, mais là, tu m'en demandes trop, je peux pas faire ça, tu comprends pas». Je me suis mis, mais alors, tellement de barrières, c'est un truc de malade. Mmh, mmh, Hem, mmh. Vraiment, Tu vas nous énormément en de barrières. parler après justement Ouais. de ces barrières. Et là, tu m'as dit tout à l'heure, il y a vraiment un an. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, alors, il y a un an? Alors, j'ai commencé déjà, j'étais en vacances chez ma mère, dans les Mmh. Landes. Et j'avais commencé à regarder un peu les réseaux sociaux et en me disant: «Mais tiens, c'est marrant, il y a quand même plein de personnes, qui parlent de leur business tout simple mais bien». Je commençais à voir des choses nouvelles apparaître sur Instagram. J'ai vu que ça avait, je voyais apparaître des gens que je connaissais pas. Je me dis: «Tiens, ça, oh, ça c'est chouette, ça c'est chouette» et je me dis: «Mais pourquoi moi je pourrais pas?» Pourquoi pas? Voilà, je me dis: «Pourquoi pas?» Comprendre comment ça fonctionne. J'ai commencé à voir que les réels et tout, c'était rigolo, ça me plaisait, ça me parlait. J'ai dit: «Bah, j'ai envie». Donc j'ai dit: «Ben», je me suis mis dans la tête, je me concentre uniquement pour me faire connaître sur Instagram mon make-up parce que jusque-là, je le faisais que via mon site internet, j'en parlais pas vraiment et j'avais pas, je voulais surtout pas qu'on me voie trop et en même temps, je commençais vraiment à galérer financièrement, certains mois, c'était compliqué. Comme je suis aussi, mannequin et que, bah, mannequin, c'est sympa mais c'est une denrée périssable, hein, faut le dire, hein. Mmh mh. Donc arrivé à la quarantaine passée, il y a un moment donné, tu te dis: «Mais, je vais pas attendre le prochain cachet, courir après tous les castings, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut que je me concentre sur ce que je sais faire» et donc voilà, j'ai commencé à suivre, l'agence des copines, voilà, 2 filles qui commençaient Mmh. à percer sur les réseaux sociaux et à donner plein de petits tips et de conseils, gratuits comme ça et des formations. J'ai commencé à suivre juste les tips gratuits parce que sincèrement, j'avais pas au départ les moyens et je me dis: «Mais je ferais bien quand même une formation» et j'ai commencé à les suivre avec assiduité et puis d'autres et à mettre en place, sans réfléchir, hein. Je me suis pas dit: «Je vais réussir», hein. Pour moi, ça c'était même pas, j'ai dit juste: «Fais dans le mouvement» et ma mère m'a dit: «De toute façon, du moment que tu fais, ça fonctionne. Il faut être dans La le mouvement». fameuse phrase, ouais, c'est exactement Voilà, ça. c'est ça. C'est cette phrase, elle est restée, elle m'a dit: «Ne pense pas à ton résultat, pense à faire. Tu donnes, tu reçois. Tu peux pas, et puis j'ai commencé à suivre une autre personne sur les réseaux qui s'appelle Charlotte Hoffman, et qui est très dans le don de soi, dans la spiritualité et cetera aussi et puis moi je me suis commencé à m'intéresser il y a 2 ans à la thérapie. J'ai Mmh. toujours mis les 4 freins, devant pour faire une thérapie personnelle, hein, mais j'y suis allée. Et cette personne, elle donne énormément et je me suis dit: «Mais ouais, mais c'est exactement ce message-là que j'ai envie de faire passer, sans penser à qu'est-ce que je vais récolter». Parce que c'est pas, je pense tellement pas le mériter des fois que je me suis Ouais. dit: «Bah, c'est pas grave, voilà, je vais pas parler d'argent, je vais pas Je parler de fais et je vois je fais ce que et je ça vois donne, quoi. ce que ça donne» et surtout je fais en pensant à qui je suis, à ne pas me perdre. Ça a été difficile, hein, c'est pas évident. Des fois de devoir affirmer un message, c'est pas évident. Mais en fait, j'ai commencé et c'est tout bête, mais c'est quand les autres ont commencé à me donner leur énergie et leur retour très positif que ça m'a donné plus confiance de continuer. Mmh, C'est mmh, mmh. les autres, en fait.
de moi-même, vraiment pas. Mon copain qui m'a dit: «Mais regarde, c'est génial ce que tu fais, c'est bien». Il a continué à m'encourager et ça est très important pour moi la vision d'un homme aussi qui m'accompagne. Hem Et vraiment il m'a beaucoup boostée. Ma maman, hyper fière, mais alors moi je me dis: «Je comprenais même pas ce qui se passe» et j'ai continué à faire et en fait, c'est la proximité des personnes. Il commençait à se créer un lien avec les personnes à qui je donnais des conseils comme ça sur Instagram, à faire des petits tutos et j'ai eu tellement, tellement de retours, mais aussi très positifs et j'ai senti aussi beaucoup d'attentes, de besoins, de, Mmh. que je me dis: «En fait, je suis dans le juste». C'est exactement ce que je voulais, aider les personnes à qui, c'est compliqué parce que le maquillage, c'est compliqué. C'est hyper Oui, je compliqué. confirme. Moi, tu m'as beaucoup aidée et pourtant alors moi, je suis très mauvaise élève sur les réseaux et pourtant, je suis active en tant qu'entrepreneur sur les réseaux, mais alors très mauvaise Ouais. élève, c'est-à-dire que, je prends les conseils, mais je prends pas le temps, de laisser le petit message ou quoi que ce soit. Moi, tu m'as fait Mmh. dépenser, des milliers d'euros et aujourd'hui, j'en suis très contente et à chaque fois et pour te dire, je viens de passer 10 jours en Australie et je suis Ouais, tombée sur, une marque que tu conseillais beaucoup. Et j'étais ouais, là: «Oh, mais ça je pourrais lui envoyer, ça je pourrais lui ouais. envoyer, non mais elle serait» j'étais en mode: «Bon OK, elle le sait pas, elle ne sait pas qui je suis, mais elle m'est d'une grande aide» et là, je me suis dit: «Bon, il y a quand même quelque chose, elle m'a quand même bien aidée et il faudrait quand même que je la remercie et c'est vraiment cool». Donc merci encore à toi et là, dans Oh, tout ce que tu me dis, dans tout ce que tu me ouais. racontes, tu m'as parlé, tu as le mot maman alors, je suis désolée, hein, mais c'est un petit peu Oui. le Mmh. comment dire? Le Mood. la déformation professionnelle de mon Oui, métier, à travers tes tout paroles à et fait. cetera, je vois certaines choses. Tu as répété beaucoup «toi, maman». Est-ce que tu peux nous parler, de toi plus jeune, de ton enfance, de ton parcours, comment tu as grandi et cetera? Tu m'as dit que tu avais, il me semble dans les Landes, Heu, voilà, alors dans les Landes, raconte-nous c'est une tout. partie de ma vie. Je raconte. Alors D'accord. ça risque d'être un peu émotionnel, hein, je préfère le dire Mmh. parce que je suis extrêmement sensible. Alors comment j'ai grandi? J'ai, mmh J'ai grandi, avec mes parents jusqu'à l'âge de 8 ans, papa, maman ensemble. Ils ont divorcé, j'avais 8 ans, avec, un schéma d'un père très, comment on peut dire ça? Très dur, voilà, très Mmh. autoritaire, très, il faut que ça roule, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu travailles bien et puis, avec beaucoup de mots de dire très difficiles. Donc c'était difficile jusqu'à ce que ma mère, parte, ça passait encore. Voilà, ça se passait plutôt bien. J'ai une petite sœur, on a 18 mois d'écart, donc avec une sœur toujours assez conflictuelle, même si on s'adore, hein, aujourd'hui, voilà, on a été élevés avec les sœurs bataille, toujours en train de se crêper Mmh. le chignon, se tirer les Je cheveux t'aime et moi non machin. plus, quoi. C'est moi non plus, mais toujours à jouer ensemble, mais alors vraiment à se taper sur la tronche, hein et donc Mmh. j'étais la fille chérie de papa, mais avec des grosses attentes, voilà, il m'emmenait partout. Quand ma sœur est née, j'ai eu l'impression de plus avoir accès à ma mère. Ça a été difficile pour moi parce que ma sœur est très, très maman. Donc on a grandi avec, «C'est pas ta mère, c'est la mienne, la touche pas» et cetera. Donc pas trop d'accès avec maman et ensuite quand ils ont divorcé, mon père est devenu fou. Enfin, je dis clairement, hein, il est devenu complètement fou. Il a pas supporté, dévasté de chagrin, mais son chagrin se transformait en énorme colère et elle s'est déversée sur de la haine, «Tu peux pas, tu as pas le droit d'aimer ta mère», donc voilà, donc ça a été très violent. Beaucoup de coups, beaucoup d'humiliation, beaucoup d'attentes de mon père. C'était, «Tu nul, tu y arriveras jamais, tu seras comme ta mère, tu finiras sous les ponts». Et puis si tu as 17, tu peux C'est avoir violent, quoi. 18. Très violent, beaucoup, beaucoup de violence et fais tes devoirs et voilà, ouais, j'ai reçu énormément de En baffes dans fait, la tronche. plus rien n'était sous contrôle pour lui, Non, alors du coup, il c'était une était, partie de lui qui il a parlait, à ouais. l'extrême pour réagir comme si un enfant nous piquait en disant: Oui, regarde-moi, regarde-moi, j'ai quelque chose, ouais, un je enfant. souffre, écoute-moi», quoi. Oui, complètement. Mon père, a tellement souffert et aujourd'hui encore, il a pas revu ma mère depuis, 35 ans, hein, c'est pas gérable pour lui. Ouais, Il était la cicatrice est encore là, quoi. Ah oui, 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 puis après mon père est resté dans cette violence, je sais qu'il a beaucoup souffert, il a fallu que je travaille énormément avant de voir ça, mais voilà, donc l'enfance a été très agitée, et ensuite, je on vivait avec mon père.
Ma mère n'a pas pu avoir la garde parce que comme j'avais un père très, très qui venait de perdre son père, il s'était suicidé et cetera. Ma mère, nous a laissé à mon père. Il gagnait bien sa vie, hein. J'avais un père qui était géomètre, qui avait son salaire et ma mère est devenue artiste peintre, donc sans ressources. Donc elle a préféré nous laisser avec notre père et de mes 8 ans à mes, 17 ans, je suis restée vivre avec mon père. Ma sœur est partie, elle avait 12 ans. Donc à 14 ans, quand j'ai eu 14 ans, ma sœur est partie vivre avec ma mère et je suis restée avec mon père. Parce que j'y fallait alors ça a été le gros sacrifice de ma vie, parce que ma sœur était dans un état émotionnel, lamentable. Elle était en échec, total, elle a vraiment ce caractère, elle pouvait pas supporter la pression de notre père. On va dire que j'avais les reins un peu plus solides pour encaisser, donc et puis en même temps, mon père, quand ma mère a demandé notre garde, je me suis fait appeler Judas, voilà. Judas par mon Mmh. père et j'ai pas pu supporter, pardon? Ça fait du bien de pleurer, Julia. Laisse sortir justement. Ça, c'est resté super longtemps et Judas, je me suis dit: «Mais j'ai pas le droit de trahir mon père, quoi». Je savais vraiment que j'ai trahi mon père, donc je suis restée et j'ai grandi, sans ma sœur pendant, quelques années. On se voyait que les week-ends, 1 week-end sur 2 et quelques vacances. Ça a été difficile pour ma sœur de revenir voir mon père. Elle vraiment, elle y arrivait pas. Elle avait beaucoup de mal, ça se passait mal et finalement, je me suis un peu plus endurcie avec mon père. À 15 ans, il a essayé une nouvelle fois de me frapper, je me suis défendue. Ça a été la première fois que je me défends et que mon père s'est excusé et du coup, à partir de là, j'ai commencé à avoir un peu plus de niaque. On va dire que j'ai passé mon adolescence, ma crise d'ado a été un peu plus, violente, mais je me suis défendue. Voilà, donc j'ai commencé à avoir des automatismes de défense, ouais, je m'énervais facilement, je lui criais dessus, je lui répondais parce qu'il fallait, hein. Mmh. Heu C'était à et ton tour aussi de lui montrer ta souffrance aussi à toi, hein. voilà, puis c'est surtout qu'il fallait pas que je continue à me faire écraser comme ça. C'était Mmh. pas j'allais en crever, quoi. À l'intérieur, Tu c'était étais déjà blessée, quoi. bah oui, hein, je me sentais nulle, j'avais redoublé ma deuxième, troisième se passait bien, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais des bonnes notes, c'était jamais assez, quoi. C'était jamais assez. Donc j'ai l'impression que quoi que je fasse, de toute façon, c'était jamais assez et j'avais pas le droit de parler de ce que je faisais chez ma mère, il fallait que je dise rien, tout était coupé. Il y avait une sorte de et puis quand j'allais chez ma mère, je devais absolument rien dire. Ma mère me disait: «Surtout, Ouais, tu c'est dis une rien». pression sur les épaules, de je dois Ouais. rien dire, ni chez l'un, ni chez l'autre, Ni quoi. l'un chez l'autre. Mon père avait volé mes clés, je me rappelle, j'avais 12 ans, j'avais les doubles de clés de ma mère qui habitait pas loin. Il me les a volées, je les avais cachées, je me suis fait engueuler par ma mère parce qu'il a fouillé l'appartement de ma mère. Enfin voilà, j'avais un père vraiment très, très un fou, quoi. Ouais, ça allait loin, quoi. Mmh. Ça allait très, très loin, voilà. Donc et c'est là où on peut pas te faire confiance, voilà, même du côté de ma mère, «Tu dois faire attention», j'avais 12 ans, quoi et d'un coup, j'ai l'impression Ouais. de devoir penser comme une D'avoir les adulte. responsabilités d'une adulte d'un seul coup, paf, quoi. Prends Ouais, le sac, voilà. maintenant c'est à ton tour de gérer. Du coup, on comprend mieux cette, sensibilité-là aussi et ce Mmh. comportement, vis-à-vis des hommes. Parce qu'en fait, c'est comme si là, l'image que j'ai, c'est tu te retrouvais à nu, à 12 ans en disant: «Bah, j'ai tout à construire, mais je sais pas comment on fait, quoi». Je sais pas comment on fait. Puis alors confiance dans un homme, en même temps, je leur donnais tout. Je cherchais tellement l'amour, je cherchais tellement à Bien plaire. J'ai sûr. C'est ce pas qu'on de la appelle dé la dépendance affective, hein. ah mais je suis complètement dépendante affective, hein. J'ai un gros problème Mmh. avec ça, je dois me soigner, hein. C'est terrible. Donc j'ai cherché dès mon adolescente à plaire, quoi. Mon but dans ma vie, c'était plaire et il y avait que les garçons dans ma tête. Si je plaisais pas, j'étais pas bien, voilà. Ouais. Donc dès que Mmh. je plaisais, donc il y avait beaucoup de séduction et cetera. J'ai fait, plein de conneries. Après à 17 ans, je suis partie vivre avec ma mère, je suis allée en internat et elle m'a mis dans l'hôtellerie. Donc je suis partie vivre à Grenoble. Je suis nimoise, hein, de base, donc j'ai grandi à Nîmes, D'accord. voilà. Nîmes et à partir de mes 17 ans, j'ai déménagé, je suis partie vivre à Grenoble. Donc j'ai fait une école hôtelière, 4 ans en internat. J'ai passé mes plus belles années en internat. Voilà, j'étais C'est ce heureuse que de j'allais pas te demander, en fait, comment tu t'es sentie, le fait d'être loin géographiquement et «libérée» entre guillemets, de tout cet environnement qui était peut-être un peu trop toxique finalement pour une ado? Comment tu l'as vécu du coup? Très bien?
Bah, alors je l'ai vécu très bien dans ma tête comme une sorte de liberté, mais avec aucun Mmh. code. Aucun code, zéro code de limite. Ouais. Bon, j'ai quand même créé mes propres limites, hein, il a fallu que je les cherche loin. Et donc du coup, c'est vrai que l'encadrement internat était très bon pour moi, avec des horaires, entre filles, machin. On était mélangés après avec les garçons, là, ça a été un peu plus, rocambolesque, on va dire. Mmh. Hem Mais ça a été un très bon cadre pour moi. J'aimais pas rentrer chez moi les week-ends, en fait. J'aimais pas ça du tout. Toutes mes copines, elles voulaient pas revenir. Moi, j'attendais qu'une chose, c'est d'être le dimanche soir, prendre mon train, parce que mes parents habitaient à Lyon. Donc je rentrais tout le temps à Lyon les week-ends et je me faisais chier avec mon beau-père qui me faisait chier, qui régentait et mon père bis en version, édulcorée, on va dire. Mmh. Donc j'avais pas confiance en lui, c'était le schéma patriarcal m'a étouffée. Voilà, j'étais dans un Ouais. schéma. Ce côté patriarcal, pour moi, c'est une révolution à l'intérieur. Je suis, ça bouillonne, quoi. Donc quand on essaye de me soumettre et tu dois faire comme si, tu dois pas bien, je ne peux pas. Donc donc j'attendais avec patience. Je trouvais que ma mère ne répondait plus, elle avait plus rien, elle avait plus de sang dans les veines, elle répondait plus, elle disait amen à tout ce que disait mon beau-père, c'était insupportable. Et puis donc du Elle coup, aussi j'ai était peut-être déjà dans une dépendance affective finalement? mère, elle était Mmh. là-dessus. Elle a vécu les mêmes douleurs que moi avec, son père qui était hyper autoritaire pareil, mon père qui l'a complètement régenté. À la fin, il l'a frappé, hein. J'ai vu mon père frapper ma mère donc sur la fin, ça a été très difficile. Puis elle avait ce truc de: «Je dois être soumise à un homme» mais ma Mmh. mère a énormément. Elle est artiste peintre et en fait, à chaque fois qu'elle était avec un homme, qu'elle voulait être libre, et c'est-à-dire elle était prof de dessin quand j'étais jeune et elle a voulu être artiste peintre à son compte. Mon père n'a pas supporté, c'est à partir de là que c'est parti en cacahuète. Il ne pouvait pas supporter. D'accord. C'est lui qui régentait Qu'elle les prenne comptes. son indépendance et qu'elle puisse un jour, partir parce qu'elle avait les moyens financiers de partir, quoi. Elle avait pas les moyens, mais mon père elle s'est pris elle l'a quand même fait. Elle est partie 15 jours par mois Mmh. pendant 6 mois. Je me souviens très peu de cette époque. Je me souviens seulement que mon père nous empêchait de lui parler au téléphone en disant: «Ta mère, elle est en train de s'amuser» et cetera. Mais que pour ma mère, c'était extrêmement dur, hein. Parce qu'elle voulait quand même réussir et puis au final, ça a fini en cacahuète, ils ont divorcé et cetera. Mais elle a continué son bonhomme de chemin. Elle a rencontré mon deuxième beau-père, donc elle s'est mariée avec au bout de 3 mois, hein, donc je comprenais pas. Moi, j'avais 14 Mmh. ans, je dis: «Ma mère, un mec au bout de 3 mois, elle se marie avec, mais elle est complètement fada». Mais j'avais déjà ce truc dans ma tête en me disant: «Elle est complètement folle». Je veux pas être comme ma mère. Il y aura jamais un mec qui va me régenter, quoi. Et pourtant. Mmh. Et coup, j'avais pas trop d'accès. Ma mère s'est mariée avec un architecte d'intérieur qui l'a beaucoup fait travailler. Elle a réussi à exploser dans son travail, c'est-à-dire à avoir, des beaux clients, beaucoup de travail. Elle a travaillé pendant longtemps seule et vraiment, très, très forte. Et j'étais très admirative de la réussite de ma mère, mais en même temps, je me disais: «Mais, elle est tout le temps avec un mec, quoi». Et donc mon internat, très bien, ça m'a bien cadré. J'ai commencé à bosser très jeune. Je faisais mes premiers boulots à 17 ans, voilà, comme serveuse, les mariages, des trucs comme ça. Mes premiers stages, ça m'a bien cadré. Et ensuite, je suis partie à Strasbourg pour finir ma dernière année en hôtellerie et faire réceptionniste. Donc je suis partie vivre à Strasbourg seule. J'avais Seule. 10 et demi, ouais, presque 20 ans. À 20 ans, je suis partie, j'ai pris un petit appartement et encore une fois, j'ai suivi un mec. Voilà, voilà. Mmh. Je bah, bien, c'est l'amour fou. Allez, je m'installe à Strasbourg, je te rejoins, je prends un petit appartement. C'est ses parents qui m'avaient aidée. Je me suis trouvé le boulot, comme réceptionniste et en même temps, je continue mes études en alternance. Il est parti. Voilà, je me suis à peine installée, une semaine après, il me dit: «Ah bah, j'ai trouvé un boulot au Luxembourg, je m'en vais». OK, ciao. Ouais, Donc encore l'abandon, plus encore à ce moment-là, quoi. la liste des gens qui me voilà, rencontrer que des personnes, et je vivais ça comme un abandon, hein, vraiment, Mmh, terrible. mmh mh. Mis avec le premier mec que j'ai rencontré, au Sofitel qui m'avait présenté un copain et je me suis mis avec le premier venu. Voilà, faut le dire tout de suite, je ne supportais pas la solitude. J'avais tellement peur d'être seule ou d'être célibataire ou d'être, sans mec que je voilà. Une semaine après, Face à toi-même surtout, ouais. même c'était ingérable. Je peux pas. J'ai Ouais, toujours été ouais.
4 gonzesses, 8 dans la même douche. J'ai vécu dans les gros Ouais, c'est ça, internats, c'est que là, c'est toute l'éducation et tout ce que tu as vécu qui revient au boomerang, au moment où et potentiellement puis tu pourrais te retrouver face à la toi-même, quoi. ça a été très, très long, hein. J'ai très, très, très long, mon parcours avant d'être seule, il a fallu que j'attende mes 35 ans quand même. Ouais. Donc voilà, j'ai fait ça et puis, je m'installe avec le mec qui s'installe chez moi, qui commence à voler des sous sur mon compte et cetera. Bon bref, Mmh. je m'en sors et puis je rencontre un autre mec 3 ans plus tard qui habite à Biarritz, un steward. Encore une fois, je quitte tout pour aller vivre à Biarritz. En 3 mois, j'ai tout claqué, hein. Le boulot, j'ai retrouvé un autre boulot. Une fois que j'avais une motivation, c'est comme s'il y avait Ouais, rien dès qui qu'il y me avait la carotte, il y avait: «Hop, on y va, je suis ouais, illimitée et j'y vais», quoi. voilà, c'est pas c'est comme si j'étais en mode pilote automatique, je le faisais pas pour moi, mais j'avais toutes ces ressources. Je m'en aperçois aujourd'hui seulement, tu vois? Mmh, Et mmh mh. que quelqu'un d'autre pour suivre par amour, je faisais tout. Donc j'ai quitté Strasbourg, je suis allée, travailler à Biarritz. Génial et là, j'avais vécu ma meilleure vie, mes copines, j'ai découvert le surf grâce à mon bon, qui était devenu mon mari. On a passé 4 ans ensemble et là, je me suis découverte avec un mec 4 mois plus tard d'une violence, mais inouïe. Voilà, je ne le connaissais pas, je suis allée vivre avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Il était extrêmement violent, j'avais l'impression d'être avec mon père. Dès qu'il y a un truc qui allait pas, il balançait les claviers d'ordinateur à travers le salon, il m'insultait, c'était horrible et puis il m'a dit: «De toute façon, si tu surfes pas, tu fermes ta gueule, sinon tu te mets à surfer». Voilà, moi je pars, je fais ci, je fais ça. Tous les voyages, c'était, que comme ça, que le surf, que le surf, que le surf. J'ai pris ma part. Voilà, on va dire que j'y ai pris ma part. Je Mmh. me suis fait commencer à faire mon réseau de copines. J'ai voulu commencer à j'avais dois avoir 25 ans, un truc comme ça, 26 ans, à vouloir être, maquilleuse, voilà, faire autre chose. J'ai et là, il m'a interdit, il m'a dit: «Non, tu peux pas. On va acheter une maison, il faut que tu aies un salaire». Imagine, hein, 25 ans. Tu Mmh, as un mmh salaire. mh. J'ai repris l'hôtellerie, je suis allée travailler à Cap-Breton, pour qu'on puisse payer les traites et cetera. Il m'a mis en porte-à-faux en achetant une maison en 2 mois. Je travaillais, comme saisonnière, matin, midi et soir, 7 jours sur 7 pendant la saison d'été à Biarritz et il m'a demandé entre mes pauses de midi d'aller chercher une maison, quoi. C'est, ouais, ouais, mais bon d'accord, j'ai pas le choix. En fait, Mmh. j'ai demandé en mariage devant son frère parce qu'il venait de se marier. Il voulait faire pareil, donc devant toute la famille, donc je me suis sentie obligée de dire oui. 3 semaines avant, j'ai eu un amant, je voilà, j'ai dit: «Non, je sais que je veux pas être avec lui, mais tant pis, je peux pas dire non», et 1 an plus tard, il m'a balancé, il m'a poussée contre pour une crème anti-moustique et devant une copine, il m'a balancée contre le canapé parce que je l'aidais pas à trouver la crème anti-moustique et là, je me suis Ouais. dit: «Non, tu peux pas finir avec un coup de poing dans la figure un jour, il va falloir que tu t'en ailles». Donc j'avais Il était au rencontré un courant de ton histoire, qui? cet homme-là? Il était au courant de ton histoire avec ton papa, de la violence et Ouais, cetera? ouais, mais pour lui, Ouais, c'est tellement il y lui avait dans rien qui son avait changé, quoi. ah bah, non et puis il en était absolument pas conscient. Il m'interdisait de mettre Mmh. des strings, il aimait pas les trucs dentelle, il aimait pas que je mette du vernis rouge parce que ça lui faisait penser à sa mère. Sa mère, c'était quelque chose, hein. Enfin, il avait tout un truc Ouais. quand même et puis moi, je voulais absolument lui plaire, quoi. Voilà. Mmh. Donc il y a plein de choses que j'ai acceptées. Il m'a fait brûler mes photos avec mes ex. Donc j'avais une boîte avec plein de photos de souvenirs, il me les a fait brûler, pour prouver que je l'aimais, enfin bref. Je l'ai fait, ça Ouais. c'est de gros regrets de ma vie. Hem, Après, il y a des fois, voilà, hein, on fait des choses au moment T parce que ça nous semble juste et puis après, c'est comme si on ouvrait les yeux en disant: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» Qui j'étais à ce moment-là pour le faire? Mais faut savoir que quand on est dans ces moments-là, on ça nous paraît juste, en tout cas, de le faire, voilà, pour la dépendance affective, pour plein d'autres raisons. Donc c'est vrai qu'après, c'est se pardonner finalement, d'avoir fait ça. ouais, alors je me suis pardonnée, mais en fait, ça a été quand même difficile. C'est la seule chose, je crois que c'est la seule et unique chose qui a été difficile pour moi, parce que sur le moment, j'étais tellement pas d'accord. Je lui ai dit: «Je suis Mmh. pas d'accord, je veux pas, mais alors montre-moi que tu m'aimes, montre-moi que tu m'aimes» et je crois que ça, c'est un truc de fou, c'est cette prise d'otage, voilà. Je l'ai c'était une prise d'otage. Mmh. Donc et puis j'étais pas prête à être seule, hein.
je voulais pas être seule, puis j'avais pas d'appart, je vivais avec lui, il me faisait payer les traites de son appartement, il était propriétaire, il me faisait payer la moitié. Je gagnais 990 € par mois, il en gagnait 2 000. Voilà, donc Ouais. c'était vraiment avec un waouh, c'était violent. Mais bon, j'ai réussi tant bien que mal à avoir une super communauté d'amis, mes copines, mes meilleures amies. Le surf, ça m'a sauvée, hein, vraiment, ça a été ma liberté. Et puis à 28 ans, j'ai tout plaqué. J'ai pris mon chat, ma Twingo, avant le coup de poing et je suis partie. J'avais rencontré un ancien footballeur de l'OM, qui était sur Cap-Breton et qui habitait Marseille. Je me suis dit: «Ah bah tiens, je vais partir vivre, dans le sud, puisque je suis du sud à la base, je serai plus très loin. Je verrai peut-être mon père». Je m'étais un peu rabibochée avec lui, je le voyais très peu, hein, mais je m'étais dit: «Bon, tu qu'un père dans une vie» et cetera. Puis ma mère habite en Suisse, donc je me suis dit: «Je verrai plus ma mère». Je me suis inscrite en école de maquillage artistique. Le mec en question, bah, s'est blessé et est resté avec sa femme, hein, puisqu'il était marié évidemment, c'est tellement mieux. Donc re, heu, re-abandon et je me suis mis en colocation. Donc je me suis trouvé une maison en colocation et là, on était 4, 2 filles et 2 mecs et dont le mec est mon colocataire qui est devenu le père de mon fils. Voilà. Je vite en couple, hein, tu vois? Rapide. Mais bah, écoute, j'ai vécu 1 an et demi en colocation, je passais mon truc et cetera. Je vis avec, le père de mon fils qui alors lui, ne comprenait, rien au maquillage, hein, ça l'intéressait pas du tout. Il voulait que je sois hôtesse de l'air. Donc Les rêves, c'est ça. masculins. Ouais, masculin, parce que du coup, mon ex-mari était steward aussi et je rencontre un autre steward, même compagnie et cetera, donc je connaissais, un peu ce milieu-là. Puis je me dis: «Ouais, pourquoi pas?» Et j'essaye le maquillage, c'est très difficile. Sincèrement, j'ai galéré, je commençais à faire des petites gâches de make-up avec, une photographe, sur Marseille, mais pas de quoi faire gagner ma vie. Et je passe quand même mon examen pour être hôtesse de l'air, malgré tout. Je l'obtiens et là, je tombe enceinte. Donc je me dis: «Bah non, je vais pas voler là, je vais quand même me consacrer au maquillage» et j'ai passé, énormément d'années là, de temps à essayer d'être dans le maquillage. J'accouche, j'ai mon bébé et cetera et là je fais quelques gâches, dans des studios de mode avec une photographe de Marseille qui commence à prendre son envol aussi. On va dire qu'on commence un peu en même temps. Elle a un bébé qui a exactement le même âge que le mien. Je perds beaucoup de poids, j'allaite longtemps et cetera, et là, je fais mon petit 36 et elle me dit: «Tu sais Julia, tu devrais faire quelques photos, tu as le physique pour, tu pas pensé à faire un peu de mannequinat?» tout ça. Je lui dis: «Moi? Moi mannequin? Mais tu es folle! Je suis trop vieille, je suis trop grosse, je le mérite pas». Jamais, jamais je me serais permise de me mettre devant l'objectif. J'adorais, hein, chez moi, faire la belle, parler devant mon miroir, poser, faire des selfies, pas de problème, hein. J'ai mon côté, qui en rêve, tu vois? Mmh. Mais dans la vraie vie, m'autorisait à me dire: «Tiens, tu peux C'est faire des ça, c'est photos». l'autorisation de parce qu'au final, tu savais que c'est quelque chose qui te plairait, Ah oui, mais oui. tu Ah oui, pensais oui. pas le mériter, tu es trop Ah nul, tu vas pas y arriver, tu vas pas tu trop, réussir et tu cetera, quoi. grosse. Plus jeune, j'avais aidé une copine à passer un casting chez Elite, j'avais 18 ans, moi je mangeais bien, hein, j'avais, le coup de cuillère à Häagen-Dazs qui était bien, voilà, j'avais 10 kilos de plus, dans les pantalons. Voilà, j'étais bien, j'étais replète, mais j'étais contente et là, je passe le casting avec ma copine, je me suis fait rembarrer par la casteuse en me disant: «Ah bah toi, tu bien manger, hein, tu comme moi, hein, faudra perdre un petit peu de poids avant de repasser un casting». Si Oh, tu la veux, j'ai violence pleuré. aussi. Ah ouais, non, mais d'une violence, mais après j'avais 18 ans, donc j'étais passée sur le journal, comme ça parce qu'ils prenaient en photo, c'était un grand événement, que Elite Model passe, quoi et je crois que ça m'a tellement blessée à l'intérieur, je me suis dit: «Mais en fait, je suis moche et je suis grosse et je le mérite pas». Donc quand, j'ai eu 31 ans et que, la photographe me dit: «Bah, vas-y, fais des photos», dans ma tête, je me suis dit: «Elle est complètement folle. Elle voit pas?» Mmh. Mmh. Et puis, elle Elle me est dit: pas «Ouais, au si». courant, elle sait pas ce qui va se passer, quoi. Mais pourquoi? Mais après, je me sentais hyper gênée et j'ai dit: «Bon, bah, vas-y». En fait, je suis toujours les flots. Si on me propose, je fais, tu vois? J'ai Mmh. toujours suivi le truc comme ça. Donc je me suis mis devant l'objectif, on m'a proposé une petite robe en échange, j'ai dit: «OK», j'étais bien coincée du cul, hein. Après elle m'a dit: «Eh bah, viens faire quelques, ah ouais, non, mais j'avais les zygomatiques qui s'enflammaient, tu sais, j'avais toute coincée comme ça, que quand tu trembles devant l'objectif.
Et puis, j'ai commencé à faire mes premières photos. Elle m'a dit: «Bah, viens, on fait un book» et cetera. Elle m'a mis en confiance et puis, j'ai commencé et un maquillage et en échange, je posais. Enfin, tu vois, on a fait plein de trucs et en fait, ça m'a dégourdi, ça m'a détendue. Ça a été une photothérapie. Ouais, ouais. Et puis Je tu me fait suis pas à pas, en fait. C'est pas, «Allez, je me bouge et je fais tout de suite un book». C'est non, voilà, un petit truc et un petit un truc et un petit petit truc qui truc. finalement est devenu une habitude et maintenant aujourd'hui qui va devenir un trait de caractère parce qu'au final, maintenant alors on n'est jamais 100 à l'aise, mais c'est Non, connu mais pour toi maintenant. c'est connu, voilà. Après, ça a été inconnu. J'ai commencé à faire des photos avec d'autres photographes. Ça m'a mis à l'aise. De me voir le résultat en photo et me dire: «Tiens, je me trouve jolie» et de savoir me maquiller, Ah, ça a été un plus, hein. Apprendre le c'est à ce maquillage moment-là pour où moi, tu t'es dit: «Je me trouve jolie»? ouais, ouais. Ouais. Des fois, toute seule dans mon miroir, je pouvais me trouver jolie, hein, ça arrivait quand même, hein, mais Ouais, jamais je me permettre de le dire à quelqu'un que je me trouvais jolie. ouais. Tu vois? C'est Mmh. inconcevable. Des fois, je me dis: «Ah tiens, là, je me trouve pas mal». Mais c'est bien d'être pas mal, mais par contre, c'était toujours dans le regard des autres que j'étais jolie. Les hommes me le disaient Ouais. souvent. Donc, si un homme me le dit, bon, bah, ça va, c'est que tout va bien. Mais c'était pas réel. Tu vois? Un homme me dit: «Je suis jolie», c'est juste que je lui plais, donc tout va bien. Ça me permet Ouais, d'être ça OK. rassure, mais tu le Rassure. ressens pas, non plus Mais je le de ta ressens pas. part, de ton côté à toi, quoi. Mmh. Pas du tout. En même temps, ça me donne une valeur physique, mais ça me donne pas une valeur, autre, tu vois? Au niveau intelligence, j'ai pas un homme avant mon mec aujourd'hui qui me dise que je suis forte, intelligente, que je parle bien et que j'ai des choses à dire. Jamais. Mmh. C'est Mmh. jamais arrivé, tu vois? Donc si tu veux, il y a quelque part une croyance qui était, il faut que je sois belle, il faut que je sois jolie, il faut qu'on me voilà et c'est compliqué, c'est compliqué. Du coup, il y a le mannequinat remplit une sorte de vide. Ça remplit et en même temps ça appuie, tu vois? J'ai Mmh. commencé le mannequinat, j'avais donc 31 ans, mais alors ça a été, un déferlement. D'un coup, c'est arrivé d'un coup. Quelques photos, quelques défilés au bord d'une piscine et puis je rencontre une casteuse et puis je fais mes premiers défilés, salon du mariage, salon du chocolat, salon de tous les salons, voilà, j'ai commencé à faire mes premiers gros défilés à Marseille, à Lyon, à Aix-en-Provence et cetera, à rencontrer, un groupe de mannequins, mes premiers amis dans le sud, et puis d'être portée dans cette espèce de chose où, ben, tu une sorte d'objet, en fait. Mais c'était chouette, hein. J'ai fait des trucs que jamais, jamais j'aurais pensé faire. J'ai trouvé ça, enivrant, hem et je me suis trouvée jolie. Voilà, je me suis trouvée, avec des personnes qui trouvaient que j'avais de la valeur, qui me trouvaient, et en même temps, on appuyait toujours: «Bah non, tu es trop grande, tu es pas assez blonde, tes mèches ça va pas, tu es trop frisée, Mmh. ça fonctionnera pas, t il faut que tu perdes du poids, il faut que tu» Repartir sur un schéma que tu connaissais déjà dans ton adolescence, quoi. ouais et puis, bah, malgré Donc tout, j'ai une maman qui est toujours jeune: «Mange pas ça, ça te donne de la cellulite, tu verras quand tu seras grande, nanani nanana» et ça, c'était ouais, insupportable. J'ai réfugiée dans la bouffe, quand j'étais jeune, mais de fou, quoi. Donc j'ai vraiment, j'ouvrais le frigo et je dévalisais les glaces. Moi, c'est mon péché mignon et encore aujourd'hui, quand je suis pas bien, c'est la glace. Je peux me c'est jeter la sur un glace, ouais. C'est ouais, vraiment l'aliment doudou, quoi. c'est mon aliment doudou, c'est la glace. Je chipe un pot d'Haagen-Dazs, il fait la soirée, hein, donc je peux me rendre malade Mmh. avec ça. C'est marrant parce que quand on regarde la signification de la crème glacée, parce que Häagen-Dazs, c'est vraiment crème glacée, c'est à la fois retrouver, la douceur et le réconfort, mais aussi, cette froideur pour être, forte. Donc ça va Ah bien avec tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, quoi. C'est vraiment, ces 2 phases de toi, ces 2 faces de toi qui ont du mal à se côtoyer, mais qui pourtant font ta vraie force. Donc c'est, toujours amusant ouais, de voir que la signification tombe juste comme ça. ah, tu vois, je la connaissais pas et c'est vraiment ça parce que du coup, j'ai dû apprendre à maîtriser. Moi, je suis une hyper sensible. Je pleure, en voyant un chien, je regarde pas les infos. Je peux pas, tu vois? Je vois, un cœur battre dans un film, je suis en train de chialer, enfin bref, je peux chialer à tout moment et en même temps, face aux autres, je peux paraître d'une froideur extrême parce qu'il faut que je me blinde des émotions des autres. Sur C'est ça. certaines personnes, surtout les personnes avec qui je vis, donc je suis avec un homme, mais terrible, terrible, aujourd'hui terrible. Je peux pas supporter. Si lui, il est fragile, ça va me gonfler, quoi, parce que, Ouais, je vais pas ouais. Il te faut quelqu'un de costaud qui va te ah ouais, tenir, entre guillemets, parce que tu as une forme d'indépendance aussi, mais c'est d'avoir le cadre, en fait. Il a, ouais, la voiture qui fonctionne bien et toi, tu peux monter dedans tranquillement pour imager, en fait. je dois me sentir hyper en sécurité. Donc si le mec, il est pas Ouais. sécure
Alors, forcément, je tombe, évidemment sur des personnes qui sont très sensibles et qui ont leur propre schéma. Mon chéri est très brisé aussi, mais il ne le sait pas, et donc C'est plus de toute façon, les hommes, c'est toujours plus tard qu'ils s'en rendent compte et c'est, heureusement ou malheureusement, à travers, l'amour d'une femme, en fait, qu'ils arrivent à aller travailler sur eux-mêmes, hein, mais c'est jamais ouais, seul, comme ça, en disant: «Je vais aller travailler sur moi parce que, je me sens blessé ou j'ai quelque chose qui va pas», quoi. ouais, là, parce qu'on on s'est séparés plusieurs fois, il a fait, donc il travaille un peu, mais il arrête vite, c'est trop loin, c'est trop profond. Mais en même temps, il Mais oui. avance et du C'est coup, ça, petit à petit. petit à petit, ça avance et c'est ce que j'aime aussi chez lui parce que, jusque-là, la jeunesse fait aussi qu'on n'avance pas. On a des choses où on n'y va pas, c'est plus tard que ça se révèle et C'est ça. hem et donc du coup, ça a été intéressant pour moi donc le mannequinat a été très intéressant, ça a été une grosse part, mais d'un coup, c'est comme si j'avais oublié le maquillage. Je le faisais, hein, j'étais toujours maquilleuse, je faisais les shootings, donc ça m'a permis d'avoir double client, des clients sur lesquels je suis maquilleuse et en même temps mannequin, donc ils Mmh. étaient tout Mmh. Sauf que je gagnais pas le prix de et la maquilleuse et le mannequin, mais c'est pas grave. Je me disais et je me suis jamais lancée sur les réseaux sociaux où j'ai commencé à ouvrir un Instagram. Mon Instagram, si tu regardes aujourd'hui, si tu regardes tout en bas quand il a commencé, c'est que du mannequinat. C'était ma vie avant, c'était ma life, à faire la belle quoi, entre guillemets, montrer mes Mmh. shootings, je ne parlais jamais de maquillage. Je me suis fait Ouais. mon mon book photo, mon truc comme ça. Je me disais: «En fait, il faut qu'on me voie pour le mannequinat parce que j'ai besoin». C'était tellement rémunérateur, faut le dire, hein, Ouais, c'est il y ce a que il y a j'allais dire. C'est là où tu as commencé en plus, finalement à gagner un peu plus et tu dis: «Bah, en fait, c'est oui, vers cette voie-là qu'il faut que j'aille, et c'est ce qu'il faut que je montre». Mais je vais oui, montrer en fait, «la carapace» entre guillemets, mais je vais pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce que j'aime faire réellement, ce que j'aime faire profondément, quoi. il y a seulement les gens qui me rencontraient et qui me voyaient maquillée qui le savaient. J'ai commencé quand même à faire les mariés, mais longtemps, ça fait longtemps que je fais les mariages, ça fait 15 ans, que je fais quand même les cours d'auto-maquillage. J'ai commencé à faire ça il y a, je crois j'étais encore dans ma cuisine il y a 10 ans. J'ai commencé vraiment à donner des Ouais. cours il y a 10 ans. J'ai développé ça, on va dire, en «loose day» entre guillemets. Je l'ai noté sur mon site, les personnes que je rencontrais, le bouche-oreille, ça fonctionnait. Mais c'était quoi? 2, 3 cours par mois ou tous les 2 mois au début, j'en parlais pas sur les réseaux, ça marchait pas comme ça de toute façon. Donc j'avais un Mmh site mh, mmh. internet. J'ai créé mon propre site internet avec Wix. Il y a, je crois, 3-4 ans, je l'ai fait développer avec quelqu'un qui me l'a offert gentiment. Donc j'ai changé mon image. J'ai toujours travaillé quand même sur le maquillage, mais jamais en exposition. Ouais. Instagram, c'était, il faut que je sois juste belle. Voilà. Hem et c'est le confinement. Voilà. Confinement, tout a changé. Il y a eu un truc de bon, déjà, je me fais chier comme un rat mort. Heu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Le mannequinat, c'était un peu alors j'ai quand même continué, hein, il y avait quand même des trucs de mannequin on pouvait faire, mais j'avais beaucoup de temps à tuer et donc je dis: «Bah, je sais pas, est-ce que tu crois que je devrais faire des tutos?» Je me demande, peut-être que je devrais faire des tutos et mon frère me dit: «Mais vas-y, tu as que ça à faire. Fais-le, tu sais le faire». Et puis du coup, je me suis lancée comme ça et petit à petit, alors au début, c'était un peu chum, hein, tu vois? Je savais pas trop faire mes montages, je savais pas trop ce que j'allais dire et au D'accord, final, comme au départ. voilà, au final, j'ai commencé à parler comme ce que je faisais avec mes cours d'auto-maquillage, parce que j'en fais quand même depuis longtemps, même si on le voit pas. Donc j'enseigne à maquiller aux débutantes et à tout le monde et les techniques depuis hyper longtemps. Ma passion, ça a toujours été de transmettre. C'est comme si ça donnait une valeur, bah, ça me donnait aussi de la valeur, puisque si la personne en face, elle me dit: «Ah, je me trouve belle. Ah, je me sens bien. Ah, je suis contente, j'ai appris quelque chose». Et ben, d'un coup, ça me donne un boost et une énergie et c'est pour ça que j'ai toujours continué il y a 3 ans de ça, on m'a interviewée pour un blog. Je crois que j'ai retrouvé ça hier pour te dire comme quoi c'est une drôle de coïncidence et je relisais ce que je disais et je disais toujours quand même que pour moi, je voulais me retourner vers le maquillage qui était ma passion profonde, ce que j'aimais le plus, et ce que je savais faire et qui n'aura pas de denrée périssable, qui ne peut pas péricliter dans le temps, C'est que clair. tel, voilà. Donc du coup, je voulais travailler ça pour aussi m'assainir financièrement puisque, bah, le maquillage, le mannequinat, j'ai envie de te dire, j'ai couru après
des castings, des refus, le premier cachet qui passe. Alors oui, on te paye bien d'un coup, mais c'est pas toutes les semaines, hein, que tu bosses, hein. Mmh, mmh mh. Donc des mois où je faisais 500 € par mois, j'en avais eu un paquet, tu vois? Donc quand tu as 3 mois dans l'année où tu gagnes 500 balles, moi je vivais de la CAF, hein. Ouais, Sans ouais, la ouais. CAF et l'aide de ma mère financièrement, parce que ma mère, elle gagne très, très bien sa vie, maintenant, elle travaille dans l'horlogerie de luxe, sur la peinture et cetera. Grâce à elle, j'ai pu m'en sortir. Quand j'ai quitté le père de mon fils il y a 8 ans, j'ai dû prendre un appartement toute seule et là, pour moi, c'était J'ai peur. je me suis retrouvée Qu'est-ce en qui va se profonde, passer, quoi? ouais, ouais, je fumais à l'époque, je faisais, quelques délires et cetera et quand je me suis installée dans cet appartement que j'ai aujourd'hui depuis 8 ans et quand je l'ai vu, j'ai dit: «Mais je mérite pas ça. Il fait 70 carrés. Attends, moi, habiter dans un 70 carrés, avoir une chambre pour mon fils et tout, mais je peux pas me le permettre. Comment je vais faire? Je peux pas». Ma mère, elle m'a dit: «Non, non, Julia, je t'aide, il y a pas de souci, mais tu prends cet appart». Donc j'ai eu cet appartement grâce quand même malgré tout à ma propriétaire qui est une amie de ma mère. Sans ça, je serais pas là. Vraiment, je lui dis merci parce qu'aujourd'hui, j'avais absolument pas les moyens. En étant auto-entrepreneur et en n'ayant rien construit, hein, c'est comme si j'avais été tu vois la cigale? La cigale et la fourmi? Ouais, ouais. Mmh, Voilà, mmh mh. une grosse cigale quoi, la petite cigale qui chante bien, tu vois? Donc j'ai construit du vent. J'ai eu l'impression de construire du vent, mais en même temps d'avoir fait des choses extraordinaires, tu vois? D'avoir, été dans des yachts, des voyages, des machins, mais que du vent, avec rien derrière et c'est ça qui m'a dit, donc il y a 8 ans, je me suis installée là, toute seule avec mon fils et ça a été extraordinaire, une révélation pour moi, de vivre avec personne quoi, Ouais. de me Je sentir peux me capable, suffire à moi-même, je ouais, peux faire moi-même, je peux gérer ouais, moi-même, que ça soit, voilà, la vie de tous les jours dans l'organisation, mais aussi je pense, financièrement sans compter sur quelqu'un ou sans oui, que quelqu'un me dise quoi faire, comment faire et ouais, cetera. Et faire eh face à beh, c'est l'injustice qu'il peut y avoir aussi, parce que quand on est hypersensible, généralement, ah, on s'attire tant qu'on n'accepte pas cette hypersensibilité-là, on attire mmh. à nous, toutes les situations d'injustice possibles et inimaginables, Ah, quoi. monstrueux et c'était après j'étais le père de mon fils était quelqu'un de très doux, très calme et anti-conflit donc on s'entendait très, très bien là-dessus. C'était bien parce que moi je montais et lui faisait redescendre rapidement. Mais Ouais, par mmh. contre, il était aussi dans une grosse flegmatique et il voulait tellement pas de conflit que du tout, il voulait rien gérer. Et si tu vois, il dépensait. Il était tout le temps à la ramasse financièrement. J'ai tout le temps vécu avec des gens qui étaient des paniers percés, qui dépensaient, qui n'avaient mais jamais. Donc si tu veux, la sécurité financière, c'était monstrueux, horrible. Et là, OK, d'un ouais, coup, mmh. j'arrive à être seule et à pouvoir me débrouiller avec le peu que j'avais. Vraiment arriver à me gérer. Et j'ai senti que j'avais beaucoup plus de force que je pensais et que finalement, bah, compter sur moi, à trouver le boulot et là, il a fallu que je sorte les rames, quoi. Quand tu es tout Mmh. seul, finalement, avec ton gamin et tout ça, il a fallu vraiment que je sorte les rames. Mais j'étais à 20 de mon potentiel. Je suis encore, qu'à j'ai encore peur, hein, mais vraiment je me C'était suis mes prochaines questions, justement. ouais, Savoir comment aujourd'hui, tu te sentais, quoi. ouais, ah voilà, je me sentais alors déjà, je trouvais que j'avais de la force. J'ai commencé à faire des thérapies aussi. J'ai Mmh. toujours fait des thérapies énergétiques. Voilà, je faisais de la D'accord. kinésiologie. La kinésiologie a été une grosse aide parce que quand je me suis séparée du père de mon fils, j'ai fait un mélanome sur le mollet. Donc là, Le si tu corps qui veux, parle, bien le évidemment. corps qui parle. Alors moi, c'est que la peau, hein, tout le temps, hein, les papillomavirus, les verrues. Quand j'étais jeune, j'en avais partout sur les mains et les pieds, les voilà et là, ça a été mélanome. Donc moi, la peau, elle réagit très fort. Et du coup, j'ai fait de la kinésio. J'en faisais déjà un peu avant, mais là beaucoup, parce qu'il était hors de question qu'on revienne me charcuter, dans ce truc. Pour moi, avoir une cicatrice qui fasse 5 centimètres sur le mollet, c'était inconcevable. Ouais. Hem, j'ai dit: «J'y crois pas, j'y crois pas, je sais que je suis pas malade, je sais que non, je vais combattre ça, il y a pas moyen». J'ai du mal avec la médecine traditionnelle, heureusement qu'elle existe, on est bien d'accord, mais j'aime Mmh mh. travailler le fond du problème, quoi. Donc je me suis dit: «Moi, je veux plutôt travailler dans le fond» et il en est sorti des paquets de merde, hein, un gros paquet. Ça a été, Ça, je le dis beaucoup sur les réseaux et c'est pour ça que, voilà, moi, je transmets ça, c'est notre corps nous parle et ah oui, et tant qu'on l'écoute pas, il va nous envoyer de ah plus en oui, plus fort et là, concrètement, ton corps, il a dit: «Stop, faut que, ouais, toutes ces, séparations, tous ces ouais, abandons, toutes ces ouais, trahisons,
tous c'est ces ça. parfois rejets, faut que ça sorte, faut que ça s'évacue pour pouvoir, que tu puisses vivre à ton plein potentiel et que tu puisses regarder que toi aussi tu mérites finalement. Ouais, c'est ça et de mériter, mais c'est surtout qu'en fait, la signification qui est sortie ce jour-là en kinésio, c'est la main, c'était côté gauche, côté mon père. Mmh, Donc c'est d'avancer, tu vois? Ce truc, mon père m'empêche, tout l'espèce de fantôme de mon père m'empêche d'avancer. Parce que je c'est suis ça. toujours dans ce truc de: «Tu as pas le droit, tu es nul, tu sers à rien, tu y arriveras pas, nanani, tu mérites pas, tu es comme ta mère». Enfin, tu vois ces trucs de ces Ouais, vieilles ouais, ouais. paroles qu'on fait d'enfance, et ben, c'était comme un crochet sur le mollet, tu vois? Comme quand on t'attrape Ouais, par les jambes et on te dit: «Tu c'est n'avanceras pas, ça, tu peux quand pas». t'empêche d'avancer, ouais. Voilà et donc du coup, ça a crocheté et ça faisait ça sur ma jambe et puis, bah, écoute, thérapie, kinésio. Voilà, moi, j'étais prête que pour l'énergétique. J'étais pas prête à aller voir Mmh, quelqu'un, ça a été long. J'ai prévu quelqu'un aussi, hypnose. J'ai fait une ouais. séance d'hypnose et j'ai fait iridologie et acupuncture pour, arrêter de fumer. Ça a très, très bien marché chez moi. Très bien fonctionné, ouais. Heu, Tu avais besoin vraiment d'aller voir au cœur du problème pour, éclore ouais, derrière, aucun quoi. problème. D'un coup, tu vois, je me suis retrouvée seule chez moi à vouloir dire: «Tiens, je veux manger sainement». Je mange bio, je fais attention, je fais du sport, mais je fume et là, d'un coup, le message, il était pas cohérent. D'un coup, je me dis: «Mais tu fais quoi, Julia? Qu'est-ce que c'est? Mmh. Qui tu es, quoi? Tu peux plus, c'est pas possible, c'est pas dans ta ligne». J'étais pas centrée. Donc j'ai fait les choses pour que ça s'arrête parce que par contre la cigarette, c'était un même si je fumais pas beaucoup, je fumais tout le temps, tu vois? Tous les jours. Ouais. Et Hem, quand on regarde la signification de cette cigarette, là, toi, tu parles du physique, de qu'est-ce que je fais, et cetera, je nourris mal mon corps, et cetera. Mais, moi, ouais, quand les patients viennent me voir pour travailler la cigarette, on va surtout voir là, à qu'est-ce que signifie cette cigarette-là? Et souvent, ouais, c'est le doudou, c'est: «J'ai besoin de toi maman, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de ouais, sentir que tu es là et que tu vas m'aider», et cetera. Et là, je trouve comment dire? la transition, le Ouais, passage où parce ma que mère là, a tu dit: «Je tu tu te t'aide». dis: «Voilà, Mmh, c'est exactement ça, c'est OK, maintenant elle m'a dit concrètement: "Je t'aide"», et en plus elle est dans ouais, l'action d'aider, elle est dans la donc en fait et cette oui. cigarette, c'est bon, j'en ai plus besoin, je sais qu'elle est là, donc je peux, ça y est, je peux respirer et je peux y aller, quoi. Mais tu sais quoi? Tu viens de m'apprendre un truc là, je viens de le comprendre parce que étant jeune, ma mère ne m'aidait pas. Elle m'a laissé j'ai passé mon permis toute seule, j'ai payé toute seule, je pouvais comme j'habitais avec des hommes, il y avait pas de projet financier, elle m'aidait pas du tout, je me sentais pas soutenue non plus par ma mère, sauf, dans moralement, on va dire et là, à ce moment-là, elle m'a dit: «Mais je suis là, je t'aide, il y a pas de problème, tu peux compter sur moi» et là, d'un coup, ça a été, une sorte de lâcher De prise de plein de soulagement? choses. De Ouais. soulagement, mais un soulagement monstrueux. Ma mère a fait beaucoup de thérapie pendant des années, elle continue, hein et c'est quand elle a commencé à soigner ses maux que ça a aussi commencé à soigner les miens. Et Hem, ouais, tu en soulignes quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Et c'est marrant génération parce que ce matin, je regardais une vidéo de Marion Cotillard mmh, qui remerciait sa mère parce qu'elle avait ouais, vécu plein de traumas, elle aussi, et mmh, qu'elle avait décidé parce qu'elle avait conscience que ça allait agir sur ses filles, et elle a c'est ça. travaillé là-dessus. Et là, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, quand, nous, en tant qu'êtres Mmh, humains, on travaille sur nos propres blessures, et cetera, ça veut dire qu'on arrête en fait tout ce qui est en train de se passer et on parce que laisse pour, notre lignée quelque chose de beaucoup mmh, plus serein, même s'ils auront serein. leurs propres traumas, et cetera. Mais en Oui, tout tout à cas, ceux qui sont trop lourds à porter depuis des générations, paf, on les enlève, et c'est et parfois c'est le et travail ça d'une vie, débloque. quoi. Et ça Mmh. débloque des nœuds et comme on travaille ensemble, du coup, j'ai commencé vraiment la kinésio il y a plus de 10 ans et j'ai toujours continué et là, maintenant, je suis en SEA avec un travail énergétique ayurvédique, pareil, un peu en kinésio et j'ai commencé il y a 2 ans, avec la thérapeute la même que celle de mes parents, avec des thérapies de groupe. J'ai commencé la thérapie Génial. individuelle et là, elle travaille aussi beaucoup pas dans l'hypnose, mais où tu dois descendre dans l'intérieur de toi-même, donner des images et cetera. Elle me demandait de voir mon image de ma colère, de comment la représenter, quelle image elle avait, à quoi elle servait, qui est-ce qu'elle défendait et en fait, d'un coup, ça fait des cheminements incroyables et j'ai commencé à faire des grosses, grosses thérapies de groupe, 4 par an. Parce qu'il fallait vraiment que je débloque des trucs monstrueux, on va dire, des grosses pensées, des schémas limitants. Et depuis que je fais ça, c'est ça qui m'a lancée l'année dernière. Je me suis sentie l'énergie de dire je peux.
Et voilà, donc j'ai fait des stages, ça fait comment je me vois, comment je me prends en compte, comment me traiter avec bienveillance, travail axé sur l'accueil en présence, comment sentir quels sont aujourd'hui mes repères et mes guides intérieurs pour m'orienter dans ma vie, enfin voilà. Donc j'ai fait des gros travails comme ça et le groupe est exceptionnel. Je pensais pas, je déteste, j'ai très peur avec les gens, il faut le savoir. Mmh. Hem, je C'est le je dois me revers de préparer. l'hypersensibilité. Voilà, donc moi quand, tu me vois dans une foule, je ne vois pas, hein, je suis myope, donc en général, je mets jamais de lunettes et je porte pas de lentilles parce que je me sens dans un contre-champ et ça me rassure. Donc Mmh. souvent les gens me disent: «Mais en fait, tu es hautaine, tu nous as pas vus». Non, non, je vous vois pas. C'est comme si je vous voyais pas, ça me fait du bien. Et c'est comme Et s'ils ne te voyaient pas parce que tu veux pas te montrer du coup. C'est: «Je ah suis caché», c'est un peu comme l'enfant qui est derrière le rideau et qui dit: «Je suis caché», alors qu'on voit les pieds, quoi. ouais, ouais, c'est ça, on me voit pas. Alors on peut me voir sur les réseaux sociaux, sur une scène, C'est ce que je j'allais dire du coup. Comment tu as vécu ça, le fait d'être, vue? Parce qu'aujourd'hui tu es quand même pas mal suivie. Enfin moi j'ai vu carrément moi j'ai, j'ai commencé à te suivre, tu devais avoir 4 000 abonnés et je me ouais, c'est souviens ça. la réflexion que je me suis faite en me disant, «Cette fille-là, dans peu de temps, elle va exploser» et j'ai vu et en fait, je te jure quand je regardais les vidéos tous les jours, je voyais ça augmenter, ça augmenter. Je dis: ça y est la percée, elle va oser se montrer, elle va y aller». C'est marrant que j'ai eu cette impression-là, dès le départ, quoi. Marrant parce que tu n'es pas la seule. Il y en a beaucoup qui m'ont dit: «Mais toi, tu vas marcher» et je ne les croyais pas. Ils me disent: «Mais ça va Bah oui. exploser, ça peut exploser», tu vois? Bah, Et c'est là, par rapport à tout ce que tu me racontes, en fait, je vois surtout une mauvaise estime de soi, quoi. Toi, tu es pas capable, tu vas pas faire et cetera, quoi. je dis: «Je suis moins intéressante qu'une autre». Quand je vois les autres, souvent je me dis: «Mais oh, comment elles font? Mais elles sont trop fortes, mais waouh, j'adore, j'adore». Je me dis: «Mais» et après un jour ma mère m'a dit un truc hyper intéressant. Elle m'a dit: «On adore chez les autres que ce qu'on a déjà en soi». Mmh. Et j Tout à fait ça. «Ah ouais?» Elle me dit: «Tu peux si tu aimes ce que tu vois chez une autre personne, c'est que tu l'as en toi». Voilà, et c'est pareil quand tu la détestes. C'est forcément quelque chose que tu as pas voulu voir en toi. Donc je me pose quand même des questions. Je me dis: «Alors oui, OK, il faut que je pose des questions, donc je vais aller faire de la thérapie, voilou-voilou». Je suis descendue dans des trucs que j'ai pas du tout, du tout, du tout aimé aborder. J'ai sorti des vieux dossiers genre, bon, je vais le dire là, mais voilà, donc en janvier, j'ai sorti en thérapie un viol. Je me suis fait violer, j'avais Mmh. 18 ans et je ne m'en souvenais pas. Voilà, pour moi, c'était une mauvaise expérience, juste que je pouvais pas écouter Bachung sans vouloir me suicider, quoi. Quand j'écoute Bachung, Ouais. j'ai envie de mettre, faut éteindre tout de suite le bordel, tu vois? Et quand c'est sorti, bah, ça a été d'une violence, mais jamais je suis restée bloquée du dos pendant 3 mois, Mmh. plus les réseaux sociaux qui explosaient en même temps et ça m'a fait hyper peur, donc je t'explique pas la violence au niveau du dos. Trop de charges, trop de c'est trop dur, quoi, et là, ça va vachement mieux et je crois que quand ce viol est sorti, ça m'a débloqué sur un truc assez fort. Voilà, ça a débloqué, ça a fait une sorte de chemin, Ça fait ouais. un Et chemin ce qui est psy marrant, c'est que là, du coup, par rapport aux réseaux sociaux, on voit encore le lien. C'est que quand on subit un viol, donc on a attaqué ton intimité, mmh, et là, les réseaux sociaux, ça peut être paru comme ça. C'est parce que, mmh, d'un seul coup, tu mets à te partager, sans trop y croire, à partager ta vie, tu dis: «C'est pas grave, il y a mmh, pas grand monde qui voit» et puis d'un seul coup, tu te trouves avec 40 000 personnes qui connaissent, tous tes moindres faits et gestes, qui ont ouais, l'impression de te connaître depuis toujours alors que toi, tu sais même pas, qui ils sont derrière, leur écran et ah, le lien est assez fort que ça ressorte oui. là, alors qu'il y a cette, explosion, d'abonnés sur les réseaux sociaux, quoi. Ça m'a fait mais tellement peur. En même temps, j'étais flattée et en même temps, j'ai dit: «Mais non». Et en fait, la petite fille à l'intérieur, parce que du coup, j'ai quand même continué mes thérapies pas mal à ce moment-là, parce que je t'assure que cette explosion de followers m'a mis une pression, mais j'ai cru crever, quoi. Mmh. En même temps, ça a Bah donné oui. un mais pas loin proche du burn-out, hein. J'ai passé des heures et des heures tellement sur mon écran et cetera, et avec cette peur au ventre en me disant: «Mais qu'est-ce que je vais pouvoir ressortir? Ils vont pas me trouver, ils vont trouver que finalement c'est pas bien, ils vont partir, qu'est-ce que je vais faire?» Ouais et là, on refait face à toutes les blessures. Ils vont m'abandonner, ils vont me Ouais, dire que je suis pas assez, donc moi, je me mets la pression à publier toujours plus de contenu, toujours, mieux, ouais, toujours plus et cetera, mmh, bah, pour être aimée, pour être vue ouais, et pour pas être rejetée et là, c'est mmh, toute ton histoire que tu nous racontes depuis tout à l'heure qui est en un instant, paf, qui ah ouais, remonte, contre avec cette là expansion.
Ah mais c'est terrible et en fait, ça te fait travailler 2 fois plus. L'avantage, c'est qu'une fois que tu es là-dedans, tu as plus le choix de devoir travailler sur toi si tu veux continuer à avancer, que ce soit gérable émotionnellement, sur du long terme Mmh. et viable. Parce que tu peux vraiment aller t'engouffrer dans un truc mais pas loin du burn-out, hein, et puis Mmh, devoir mmh mh. accepter tous les boulots et dire oui et puis d'accord et puis finalement tu t'aperçois que tu peux pas. Moi là, j'ai dû prendre, un peu lever Tu le es pied. humaine. Voilà, je suis humaine, et que émotionnellement, d'enseigner tous les jours, de devoir, parce que moi je donne énormément. J'avoue, j'aime beaucoup ça et je lâche pas la personne tant qu'elle a pas, elle a pas intégré et cetera. Mais ça m'épuise, ça me vide, tu vois? J'ai du mal à me protéger de ça. Je sais pas comment on fait, je sais pas faire, voilà. Donc là, d'un coup, je me dis: «Mais je vais crever, je vais crever, comment je vais Mmh faire?» mh, mmh mh. Là, ça va. Donc j'apprends à gérer, petit à petit, je continue mes thérapies, je continue mon SEA, et surtout à travailler sur cette espèce de dépendance affective que j'ai, parce qu'elle me pourrit aussi pas mal, tu vois? Je suis hyper indépendante et en même temps hyper dépendante affective. Donc il y a un truc qui Ouais. marche pas avec mon homme, c'est compliqué parce que lui, il est très dépendant aussi, il aimerait qu'on vive ensemble et cetera et moi je c'est un refus catégorique, j'y arrive pas. Ça m'oppresse! C'est la peur, voilà, c'est la peur d'être oppressé que de revivre toutes ces choses-là, finalement. Et c'est pas Ah qu'une ouais, ouais. question d'amour, c'est la peur là, pour l'instant, qui fait que, bah, tu es bloqué et tu arrives pas à respirer. Non, non, je peux pas et puis, voilà, je le vois 2-3 jours ensemble, vider le lave-vaisselle, quand je retrouve son pot de crème, il a pas rangé au bon endroit, ça me rend dingue. Je peux pas. Ouais. Je sais que celle au milieu de c'est moi qui l'ai fait. C'est pas quand j'ai mon fils, je le gère, c'est à moi de l'éduquer, mais pas mon mec. J'en ai Ouais. marre. Ouais, bah, Mmh, mmh voilà, mh. donc tu vois, il y a après la quarantaine, je trouve que, ben, on est obligé de passer par des phases où on est obligé d'aller, fouiller dans le fond. C'est impossible autrement. Je serais pas allée à la thérapie, j'aurais pas fait ça déjà. J'aurais Ouais. pas osé, vraiment pas. Et Le c'est bien que mannequinat tu soulignes l'importance de excuse-moi, je t'ai coupé, oui, l'importance des thérapies, que ça soit de la kinésio, de l'hypnose ou même, voilà, des trucs un peu plus, poussés comme les constellations familiales ou même l'astrologie. Ça permet, de sortir de ces vieux démons. Alors parfois, on va rester des années avec ces vieux démons et on va pas vouloir les sortir parce qu'il y a une forme de sécurité et cetera. Mais un jour, on se dit: «Stop, là, ça prend trop de place dans ma vie, ça me bloque trop et il faut que j'aille plus loin». mmh. Donc c'est pour ça que moi je conseille à voilà, tout le monde, peu importe le choix que vous faites sur, la thérapie, osez pousser les portes, osez, demander de l'aide, pour justement vous libérer de ces vieux blocages, quoi. Ah oui, mais c'est tellement important parce que en fait, c'est des automatismes et le cerveau est tellement habitué à vivre comme ça qu'il va aller automatiquement se rassurer en revivant la même chose et la vie, elle va t'apporter tout le temps sur un plateau, tant que tu l'as pas voulu le voir et comprendre que ça vient aussi de toi et pas de l'autre, elle te la ramène sur un plateau en version boomerang 10 fois plus fort, quoi et donc C'est j'en ai ça, marre. c'est ça. Et c'est les hommes en général, voilà. Donc du coup, je me soigne, ça prend du temps, mais ça va mieux. Donc les pensées Donc limitantes comment tu te sens, aujourd'hui justement? alors, ça va beaucoup mieux, mais toujours, tu vois, j'ai encore ce côté de si ça se baisse au niveau des visibilités, si ça je sais qu'il va falloir que je trouve des solutions. Ça va pas aller. En fait, j'ai peur du demain. J'ai encore peur de ah, je me sens encore un peu effrayée, hein, malgré tout, mais Mais c'est ton hem leitmotiv aussi pour y arriver finalement. va y arriver. Parce En qu'en fait, tant qu'en tant qu'hypersensible finalement, tu as peur mais tu y vas et voilà, tu te en fait, prouves que tu es capable, hein. j'ai toujours fait ça, j'ai peur mais j'y vais et en fait, je fais un sport comme ça, je suis surfeuse et je fais du skate et j'ai toujours été mais alors à chaque fois que je vais dans l'eau ou qu'il y a des grosses vagues et tout, ça j'ai peur mais j'y vais. Mais j'ai peur, hein, mais j'y vais et en fait, Ouais. je me rends compte que je peux. J'ai cette force, tu vois? J'ai vraiment ce truc qui fait que je me permets de mettre dans des fois dans des situations franchement là cet été, je me suis empalée sur mes dérives. Je t'explique pas les bleus que j'ai depuis 3 mois sur les cuisses, mais pas grave, j'ai continué. J'ai continué à surfer. Tu as réussi, tu l'as fait, c'est beau. Voilà Et qu'est-ce que tu et dirais à la petite fille de 6 ans que tu étais? Qu'est-ce que tu lui ouais. dirais? Oh! Je vais pleurer. Hem, c'est à chaque fois ce que me demande ma thérapeute de faire et c'est très difficile. Je lui dirais déjà que je l'aime, Waouh, heu
et ça, c'est très important qu'elle sache que je l'aime, qu'elle est capable, heu, qu'elle est intelligente, qu'elle est forte, heu, qu'elle va douter toute sa vie, mais c'est pas grave, elle aura toujours, quelqu'un sur qui compter et que je serai là pour elle, que je l'écouterai, qu'elle a un potentiel énorme et qu'elle elle peut faire tout ce qu'elle, pardon, c'est hyper dur. Hem, juste déjà que je l'aime quoi et que je l'écouterai et qu'elle est très forte, très intelligente. Elle est plus intelligente que et elle sera intelligente toute sa vie et et que je la soutiendrai. Voilà, et que je qu'elle serai peut là pour briller et qu'elle peut qu'elle réussir. qu'elle a le droit. Elle mérite, elle a le droit Voilà. et ça pour moi déjà, c'est difficile de dire. Mais, Ouais, je l'ai entendu, on voyait que c'est bloqué, c'est difficile à dire elle et à entendre. bah, là, quand ma dernière thérapeute, elle m'a dit: «Il faut que tu ailles te faire un massage tous les mois parce que tu le mérites et tu as le droit», je me suis mise à pleurer donc c'est Mmh, encore, mmh mh. pas voilà, prendre soin de moi, j'ai l'impression de le faire mais il y a waouh, ça prend plein de temps. Ça prend du Ouais et temps. puis prendre soin de soi, c'est pas que, bien manger ou que, Ouais, se faire masser ou que aller chez le coiffeur. Ça passe par toutes ces phases-là. Prendre soin de soi, c'est, s'offrir un moment à rien faire, c'est aller faire du sport quand on a envie, ouais, c'est, prendre tant un pis. instant pour dessiner ou même écrire. Enfin, ça passe par tellement de choses qu'il est important, en fait, de prendre tout ça en considération. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'ensemble, des actions qui va faire la réussite. Ouais, tout à fait et voilà, le chemin peut être un peu périlleux, mais on y arrive. On en fait, le seul message que je pourrais faire vraiment dire, c'est qu'on est plus fort que ce qu'on nous dit ou ce qu'on pense. On a une force en nous, elle est, juste dingue, à condition et ben, de travailler sur ses pensées limitantes et de se faire aider. Parce que seul, c'est un peu comme si, on voit toujours les défauts des autres, mais alors les siens, des fois, on a du mal, hein. C'est Mmh, très mmh mh. facile. Et quand, les personnes ont un problème, on arrive souvent à déterminer, à voir un peu, mais quand ça nous arrive sur nous, c'est compliqué et c'est pour ça que les autres sont toujours aussi, ils peuvent être un frein, mais ils peuvent être surtout un gros déblocage. Il faut pas hésiter à aller loin. On est bien plus fort que ça, mais moi, sans la thérapie, j'en serais pas là. Donc je dis merci, merci, merci. Bien sûr, il faut qu'elle nous parle, hein. Il faut que chaque méthode est différente et on a il faut choisir ce qui nous convient et puis petit à petit, puis il y a pas de «c'est trop tard pour moi», en fait, c'est jamais trop tard. Je pense que Exactement. la vie, elle est faite Merci beaucoup en tout cas, Julia, excuse-moi, je t'ai coupé. La vie, elle est faite de? la vie, elle est toujours faite de moments et c'est toujours les bons moments. C'est jamais ou trop tôt ou trop tard. C'est le bon moment. Génial. Merci beaucoup Julia pour, ce partage qui m'a, à la fois, usé les zygomatiques et à la fois, serré l'estomac et le cœur, tant c'était, profond et inspirant. Je suis persuadée que voilà, ce que tu viens de nous raconter et tous ces petits conseils, ils vont être précieux, que ça soit pour les éditeurs, mais j'en ai pris aussi pour ma part. Merci vraiment pour, avoir osé et Mmh. avoir, montré ta sensibilité sur ce que tu avais vécu et de montrer que finalement tout est possible. Alors merci encore et merci à vous chers auditeurs. J'espère que cet épisode, vous a inspiré et va vous donner vous aussi des clés pour surmonter vos blocages et réaliser vos rêves. Bah, merci Merci beaucoup. Julia, À très bientôt. à bientôt. Merci d'avoir écouté Tout est possible aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, peu importe. Vous savez, vos avis m'aident beaucoup à atteindre plus d'auditeurs et j'aime vraiment entendre vos réflexions, vos opinions sur les sujets que j'aborde tout au long de ces podcasts. Pour noter et commenter, il suffit de descendre en bas de la page de l'épisode sur votre application et de choisir le nombre d'étoiles que vous pensez que je mérite. Et si vous le souhaitez, écrivez un petit commentaire, je serai ravie de le lire lors des prochains enregistrements. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.